Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'accès aux services d'eau potable et d'assainissement de qualité reste un défi majeur au Mali et c'est dans ce contexte que se tient à Bamako la 19e édition du Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau. Le thème retenu est accélérer l'accès à l'assainissement et l'eau pour tous en Afrique face aux défis du changement climatique. Nos invités sur ce plateau, Madame Niafo Fatmata Skofare, directrice nationale de l'assainissement, Abdul Karim Kone, chef de département de la communication de la SOMAGEP, Seydou Ouba, coordinateur de programme à la coalition de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Avant d'ouvrir les débats, je vous propose tout d'abord d'écouter le président du 19e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau, Boubacar Khan. D'après les estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 650 millions de personnes n'ont pas accès à une source d'eau améliorée, dont environ la moitié se trouve en Afrique subsaharienne, que près de 2 milliards de personnes utilisent une source d'eau potable contaminée. Dans le domaine de l'assainissement, les chiffres sont encore plus alarmants. L'UNICEF estime en effet à 4,4 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale qui ne dispose pas de services d'assainissement adéquats. Alors, vous venez d'entendre ces propos du président du 19e Congrès. Alors, que pensez-vous de ces chiffres? Nous allons ouvrir le débat avec vous, M. Kone. Ces chiffres sont vraiment alarmants, il faut le reconnaître, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que l'accès à l'eau et à l'assainissement constitue un défi très très important pour nous, professionnels dans les secteurs, mais également pour les gouvernants de ces pays. D'accord. Et vous, M. Ba, qu'en dites-vous? Je pense que, comme M. Kone l'a dit, c'est vraiment un défi majeur. Et il faut rappeler que le Mali a adhéré aux objectifs de développement durable en 2015. Et c'est dans le souci aussi d'améliorer l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement au niveau du pays. Donc ça reste un défi majeur. Et nous, on est au sein de la CAIFA en tant que structure de plaidoyer d'organisation de la société civile. Nous œuvrons pour l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Donc ça reste très important pour nous. C'est notre domaine d'intervention principal. D'accord. Alors, Madame Niafo, quelle est votre analyse par rapport à cela? Les chiffres sont alarmants, comme vous le voyez, surtout pour l'assainissement. C'est le même cas au Mali et un peu partout dans le monde. C'est pourquoi les plus hautes autorités, avec les organisateurs du congrès de l'Association africaine de l'eau, ont voulu mettre en exergue l'assainissement pour prendre les thèmes accélérer l'accès à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique face aux défis du changement climatique. Je pense que les thèmes nous interpellent tous et au sortir de ce congrès, nous aurons beaucoup d'échanges pour enrichir nos expériences, également pour mieux mener la réflexion aux voies et moyens pour relever ces défis majeurs qu'est l'assainissement au Mali. D'accord. Alors, M. Kone, M. Khan nous a donné des statistiques, mais ça se porte sur l'international. Mais qu'en est-il au Mali? Au Mali, il faut reconnaître que je ne vais pas parler de l'assainissement, je vais aller sur la base de l'eau. Oui. En tout cas, au Mali, il faut reconnaître que, plus précisément aussi à Bamako, je vais aller de Bamako un peu dans les centres, il faut reconnaître qu'à Bamako, beaucoup d'efforts sont en cours. Parce qu'aujourd'hui à Bamako, il faut reconnaître que nous produisons, nous distribuons de l'eau potable à Bamako à partir de 6 unités de production. Et présentement, notre capacité de production est estimée à 200 millions de litres d'eau par jour contre une demande de 350 millions de litres. Donc c'est avec un gap de 150 millions que nous sommes en train de gérer les pointes et les déficits qui sont aujourd'hui là. Donc vous comprenez aussi que dans ce sens-là, l'État n'est pas resté bras croisés.
Et beaucoup de projets sont en cours de réalisation, notamment le projet structurant de Kabala qui va commencer à donner de l'eau, à renforcer les capacités de la SOMAGEP, à renforcer l'existant, c'est-à-dire à hauteur de à peu près 288 millions de litres d'eau à partir seulement de début 2019. Donc à partir de là, nous allons absorber les déficits et arriver à donner de l'eau potable pratiquement à l'ensemble des populations de Bamako. Donc le problème ne se pose pas de façon cruciale aujourd'hui dans beaucoup de centres, à l'image des CAI qui viennent de bénéficier d'un projet PADS, donc qui a renforcé les capacités de cette région. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'eau dans cette ville et c'est pareil à Sigasso. Ensuite, Koutiala, le président de la République, va inaugurer même les installations de Koutiala le 15. Donc, je pense que les efforts sont en cours et ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais je pense qu'on va mettre fin au stress hydrique au Mali dans quelques temps, Inch'Allah. Concernant les régions du Nord, vous avez parlé du Sud et du Centre. Bon, les régions du Nord, il faut reconnaître que les efforts aussi sont en cours là-bas. Gao a aussi bénéficié de beaucoup de projets, et surtout avec l'appui de certains partenaires. Donc, nous sommes un peu renforcés à Gao aussi. Mais qu'à cela ne tienne, d'autres dispositions sont en cours pour davantage renforcer. Dans les régions comme Kidal aussi, nous travaillons déjà, il y a des forages qui sont en marche, mais à cause de l'insécurité et à cause du fait que le gouvernement n'est pas bien installé là-bas, l'administration n'est pas bien installée, donc nous avons souvent des difficultés à gérer la situation. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons déjà nos équipes sur place qui travaillent nuit et jour pour donner de l'eau potable aux populations. D'accord. Alors, Monsieur Ba, vous venez d'entendre tout de suite Monsieur Koné. Selon vous, quels sont les défis liés à l'accès à l'eau potable au Mali? D'abord, selon les chiffres de la Direction nationale de l'hydraulique, le rapport 2016, le taux d'accès national à l'eau est de 66,9%. Donc il est de 65,3% au niveau rural et 70% au niveau périurbain et urbain. Au-delà de ces chiffres, je pense que la question de l'eau est cruciale. Et nous avons constaté qu'au niveau des quartiers périphériques, pas seulement au niveau des quartiers périphériques, mais nous avons constaté qu'au niveau des quartiers périphériques, la question reste cruciale. Il y a certains quartiers périphériques qui sont dépourvus, qui n'ont pas un accès à l'eau, et en tout cas un accès équitable. Et nous pensons qu'il faudrait multiplier la mise en œuvre, la réalisation des branchements sociaux dans le cadre de l'accès à l'eau des populations. Et de façon générale, et aussi veiller à un accès équitable. Et un accès équitable, c'est-à-dire les plus démunis, les personnes les plus vulnérables. Et ça, c'est notre combat. Je pense que la question est là et nous sommes là. Nous sommes en train de faire le plaidoyer dans ce sens-là. Nous reconnaissons les efforts de l'État par rapport à ça, mais beaucoup reste à faire. D'accord. Et vous, Madame Niafo, qu'en dites-vous? Je pense que c'est salutaire. Avec le projet structurant de Kabala, c'est un ouf de soulagement, surtout pour la capitale qui est Bamako. Comme M. Ba vient de le souligner, pendant la canicule, il y a beaucoup de problèmes d'eau dans les zones périphériques de Bamako. Je pense que le projet de Kabala vient vraiment soulager les populations des rues de manque d'eau pendant la canicule. Également, il y a d'autres solutions qui ont été trouvées par la SOMAGEP et la Direction nationale de l'hydraulique par rapport à des forages de l'hydraulique villageoise au niveau de certaines zones urbaines et périurbaines de Bamako pour soulager les populations. Donc je pense que les plus hautes autorités sont en train de prendre le problème à bras le corps pour trouver des solutions durables. Donc nous ne pouvions que saluer ces avancées par rapport à l'eau et même à l'assainissement.
D'accord. Alors, Monsieur Koné, malgré toute cette avancée dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces projets, la situation stagne toujours concernant le manque d'eau, comme il a dit, dans certains quartiers de la périphérie de Bamako. Tout à fait, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce manque d'eau à Bamako et dans les quartiers périphériques. Donc, je le disais tantôt, nous sommes déficitaires de 150 millions de litres d'eau. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, la première raison qui explique ce manque d'eau, c'est que nous sommes déficitaires. Seconde raison, c'est par rapport à la situation géographique, c'est-à-dire de Bamako. Comme vous le savez très bien, Bamako, c'est une ville qui se trouve être jonchée, c'est-à-dire sur les pieds de collines. Et il se trouve que beaucoup de populations se trouvent aussi en altitude. C'est-à-dire les gens construisent sur des collines, ou peut-être pas des collines, mais les gens construisent sur des hauteurs. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, puisque nous sommes déficitaires, nous produisons et nous envoyons de l'eau chez les clients. Les clients qui sont en altitude sont défavorisés naturellement. Parce qu'il faut que l'eau quitte les unités de production et emprunte les réseaux avant d'arriver chez les clients qui sont en altitude. Du fait de notre état de déficit, c'est-à-dire l'eau est quasiment consommée avant qu'elle n'arrive pour atteindre les clients qui se trouvent en altitude. Donc c'est ça qui explique que en réalité les clients qui se trouvent en altitude ont assez de difficultés. Bon, maintenant il y a un autre phénomène qui est posé. C'est en plus de notre déficit des gens en altitude, la situation d'altitude, il y a aussi l'instabilité de l'alimentation électrique. Mais on parle pendant les périodes de forte chaleur. Pendant les périodes de forte chaleur, vous conviendrez avec moi que même la Société Énergie du Mali, qui a vocation de nous donner tous de l'électricité, aussi a ses propres contraintes. Donc à ce niveau, il y a aussi des coupures souvent intempestives d'électricité, c'est-à-dire qui font que nos unités de production aussi s'arrêtent fréquemment. Donc maintenant, une fois que les unités de production s'arrêtent, c'est-à-dire l'eau qui se trouve dans les réservoirs ou l'eau qui se trouve dans les châteaux aussi sont consommées. Donc ces unités-là se vident de leur contenu. Donc après la venue du courant, il faut commencer maintenant à puiser, à traiter et distribuer l'eau. Maintenant, il arrive souvent que, c'est-à-dire dans la journée, il y a 3 ou 4 séances ou 5 même de coupures d'électricité. Donc, dans des circonstances comme ça, c'est-à-dire, puisque c'est tout un processus de traitement et tout s'est fait avec l'électricité, donc nous commençons et puis pendant un temps, ça se coupe. Donc, c'est comme un supplice de Sisyphe au fait. Mais concernant la problématique de la qualité de l'eau. Avant d'arriver à la problématique de la qualité de l'eau, oui, je vais finaliser ces volets avec votre permission. Allez-y. Donc, c'est-à-dire à ce niveau, donc nous sommes obligés, c'est-à-dire de pomper encore pour donner de l'eau. Maintenant, vous voyez, au niveau de notre unité même principale de production d'eau qui est la station de Djikoro-Nimpara, est-ce que vous savez qu'une coupure d'électricité de 30 minutes, 1 heure maximum, c'est-à-dire, ça cause une situation très très délicate chez nous parce qu'il faut 8 heures pour avoir la vitesse de croisière, c'est-à-dire avant la coupure d'électricité. Donc 30 minutes de coupure d'électricité peut causer une coupure d'eau pendant 8 heures. Donc maintenant je reviens à votre question de la qualité. Nous n'avons pas de problème de qualité d'eau. Nous n'avons pas de problème de qualité d'eau. Parce que récemment on avait vu que la couleur de l'eau avait changé. Et la couleur n'a rien à voir avec la potabilité de l'eau. L'eau Somagep SA, c'est une eau qui est potable, qui est certifiée, contrôlée par le laboratoire national de l'eau au Mali. Et en plus, nous répondons aux normes internationales de l'OMS. Je vais vous expliquer une situation. On parle de la couleur la couleur de l'eau. La couleur de l'eau, c'est-à-dire, nous, on n'envoie pas de l'eau avec, comment dirais-je, une couleur extraordinaire dans les réseaux. Mais
on ne dit pas que nous n'avons pas, on ne peut pas dire que voilà, et le risque est zéro. Les risques zéro n'existent pas. Mais dans la plupart des cas, le problème se situe chez les clients. Les installations de plomberie qui se trouvent chez les clients souvent sont en cause. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent des équipements en fer. Et comme vous le savez très bien, l'air et l'eau en contact avec le fer provoquent ce qu'on appelle la rouille. Donc, maintenant, en cas de coupure d'électricité ou en cas de coupure d'eau, disons, c'est-à-dire quand l'eau arrive, entre-temps, c'est-à-dire la rouille, c'est manifeste. Quand l'eau arrive, donc les premières gouttes d'eau, naturellement, vont pousser, c'est-à-dire cette couleur rougeâtre là dehors. Donc, c'est pourquoi nous disons aux clients que, bon, dans les pareilles circonstances, il faut juste récupérer les premières gouttes et vous les utilisez à d'autres fins. Bon, ok, de la boisson. Alors, sinon, nous n'avons pas de problème de qualité. Mais ce que nous pouvons dire aussi, récemment, nous avons même entendu beaucoup de gens nous attaquer sur les réseaux sociaux pour dire que non, la qualité de l'eau c'est ceci, la qualité de l'eau c'est cela. Nous disons aux populations de faire très très attention. Nous savons que nous avons un devoir, c'est de donner de l'eau potable aux populations à moindre coût, qualité à moindre coût. Imaginez, 1 mètre cube d'eau, ça fait combien? Ça fait 5 barils. Ça fait 1000 litres, 5 barils de 200 litres que nous donnons à 113 francs CFA. Mais un exemple, une bouteille d'eau minérale de 1,5 litre, ça coûte 400 francs ou 500 francs. Quand vous faites la conversion, ça fait combien de mètres cubes, combien de 1000 mètres cubes? Mais nous ne disons pas aux gens qui font le commerce de l'eau minérale de ne pas utiliser les stratégies, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils peuvent imaginer pour faire vendre leurs produits. Mais qu'on essaie aussi de ne pas créer des situations, comment dirais-je, de panique au sein de la société. Parce que beaucoup de gens, les gens n'ont pas d'argent aujourd'hui. Quand vous prenez le train, le coût de la vie au Mali, les gens n'ont pas d'argent. Maintenant, si les gens doivent profiter des situations pour semer la panique, demander aux gens, allez-y, achetez tel ou tel. Bon, nous pensons que c'est encore davantage développer la paupérisation. D'accord. Merci. Oui, merci. Alors, Monsieur Ba, pensez-vous qu'il y a d'autres raisons qui font qu'on a ce problème de l'accès à l'eau potable, plus ce que Monsieur Koné nous a avancé tout de suite? Je pense que par rapport à cette question, il y a ce qu'on appelle le budget. C'est-à-dire, parlant de ça, je pense que il faut des ressources appropriées à la hauteur des défis. Nous savons tous que l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement est un défi très important. Et sachant cela, l'État s'est engagé aux engagements soit ce qu'on appelle Sanitation Water for All, c'est-à-dire assainissement et eau pour tous. Et par rapport à cet engagement, l'État s'est engagé à allouer 5% du budget national à l'assainissement et à l'eau et 2% du PIB à l'hygiène et l'assainissement. 0,2% à l'hygiène et l'assainissement. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que pour 5%, c'est 1,01% qui est alloué maintenant à l'eau et l'assainissement, à l'assainissement et l'eau. Et par rapport au PIB, c'est 0,01%. Donc au-delà de l'accès, je pense que la question des ressources s'impose aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle le changement de comportement, les bonnes pratiques. Je connais à parler de la couleur de l'eau, la qualité, etc., etc. Je pense qu'il faudrait multiplier les actions d'information et de sensibilisation pour le citoyen lambda, pour qu'ils puissent comprendre que au-delà des efforts de la SOMAGEP, il y a aussi le changement de comportement qui est là, les bonnes pratiques, notamment comment conserver l'eau, comment protéger l'eau au niveau des familles. D'accord. Alors, et vous, Madame Niafo? Oui, allez-y. Je pense que je ne peux que ajouter quelque peu à ce que mon collègue, M. Koné, vient d'évoquer par rapport à l'eau, les causes.
nous savons que Bamako s'agrandit. Bamako est l'une des villes qui s'accroissent le plus vite en Afrique. Nous avions un taux de croissance de 6% pour la ville de Bamako. Donc, plus il y a la pression démographique, plus il y a la pression sur l'eau également. Également, les populations qui sont très éloignées du réseau ont des problèmes d'accès à l'eau. Également, les transports de l'eau, comme Ba vient de l'évoquer, les tuyauteries, il se peut que ce n'est pas au niveau de la station, mais quand l'eau est desservie au niveau de certaines zones plus éloignées, il y a de fortes chances que l'eau peut être attaquée en cours de route. Mais cela ne voudrait pas dire que l'eau à la source n'est pas potable. Et nous avions tout un mécanisme de contrôle de la qualité de l'eau à notre niveau au Mali. La SOMAGED a en son sein son propre laboratoire. Et pour la contre-expertise, il y a le laboratoire national des eaux qui travaille vraiment, sa première mission, c'est le contrôle des eaux du Mali et surtout ce que toute la population consomme. Donc nous pensons que le problème est déjà connu et les solutions sont trouvées. Il n'y a pas d'alarmisme pour que les gens s'inquiètent. Pour dire s'il y avait des problèmes, nous aurions vu des épidémies ou des choses. Les contaminations à l'eau, c'est très facile de les savoir. Hein. Les centres de santé sont là. Nous n'avons jamais eu écho qu'il y a des cas d'épidémie de diarrhée ou de quelque chose dû à l'eau au Mali. Je n'en ai pas entendu quand même, à ma connaissance. Okay. Donc il n'y a pas question de s'alarmer pour cela. D'accord. Oui, vous voulez réagir? Oui, en fait, c'est par rapport à M. Ba qui parlait des branchements sociaux, qui parlait de l'accès, voilà, il faut chercher une forme d'équité dans... Voilà, bon, concernant les branchements sociaux, mais aujourd'hui, nous sommes très avancés dans beaucoup de projets concernant les branchements sociaux. Et on parlait du projet structurant de Kabbalah. Dans le cadre de ces projets, il est prévu 100 000 branchements sociaux. 100 000 branchements sociaux. Et bientôt, nous allons déjà lancer les travaux dans ce sens. Et bien avant ça, dans les projets PADS à Sigasso, à Koutiala, à Kaï, aujourd'hui, c'est des milliers de Maliens qui sont arrivés à avoir de l'eau à des coûts très très bas. Et en plus, au tout début, la SOMAGEP était dans 18 centres, plus Bamako. Et grâce au programme d'urgence sociale du président de la République, nous avons vu notre périmètre élargir aujourd'hui jusqu'à 78 nouveaux centres qui sont intégrés. Donc, vous voyez, on est en train d'aller de façon rapide dans l'accès à l'eau potable au Mali. Nous sommes une société d'exploitation. Nous avons notre société sœur, qui est la Société des patrimoines, et nous avançons ensemble. En une année, pratiquement, nous avons, c'est-à-dire un élargissement qui est allé vers 78 nouveaux centres. Donc je pense que les actions sont en cours. D'accord. Oui, M. Ba, vous avez à répondre à M. Koné par rapport à ses propos? Oui, je voulais réagir par rapport au coût de l'eau évoqué par M. Koné, et de 113 francs CFA. Et nous constatons aussi qu'en milieu urbain et en milieu rural, c'est différent. Donc, il faudrait aussi trouver des voies et moyens pour que ceux qui sont au niveau rural puissent aussi bénéficier de l'eau à moindre coût. Donc moi je voulais aussi dire que par rapport à cela, nous avons mené plusieurs actions de plaidoyer. Et je pense que lors de l'intervention du ministre hier, au niveau du 19e congrès de l'Association africaine de l'eau, nous avons eu des réponses par rapport à ça. Le ministre s'est engagé à trouver des voies et moyens pour que les populations rurales aussi puissent avoir accès à l'eau à un moindre coût, aussi bien qu'au niveau du milieu rural, du milieu urbain. D'accord. Yeah. Oui. Ok, donc par rapport à la situation de coût, j'informe que ce n'est pas la SOMAGEP en réalité qui fixe les tarifs de l'eau. C'est la Commission de régulation de l'eau et l'électricité qui fait ce travail-là.
Donc, pour ce qui concerne le coût de l'eau, dans les milieux ruraux, là où la SOMAGEP ne se trouve pas, donc ça ne relève pas de nous. Mais dans les centres où nous sommes, donc ce n'est pas quelque chose que nous fixons, c'est l'État. Donc le coût, ce n'est pas la SOMAGEP, c'est l'État. Donc maintenant, moi je pense que, c'est-à-dire le problème, c'est que qu'est-ce qui fait que le coût est élevé dans ces zones rurales? Bon, ça peut être dû à beaucoup de choses. Et je ne souhaite pas me prononcer sur ces causes-là, mais je sais quand même que quand la SOMAGEP arrive sur place, donc la tarification est nationale. La tarification est nationale. Les populations, par exemple, qui se trouvent, par exemple, à Tomia, qui achetaient le mètre cube à des coûts très élevés, ben, et à Bamako, c'était le mètre cube tranche sociale qui est à 113 francs. Arrivé, quand la SOMAGEP arrive à Tomia, naturellement, c'est le même tarif de l'eau à Bamako qui est appliqué à Tomia. Partout où nous sommes, c'est le même tarif. Mais là où nous ne sommes pas, donc ça, c'est autre chose. D'accord. Ok, alors Madame Niafo, selon vous, se situent les responsabilités concernant la tarification de l'eau? Vu que M. Koné vient de nous mentionner que ce n'est pas la SOMAGEP qui fixe les tarifs, mais c'est l'État. Mais il a mentionné également qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter cela aussi. Oui, comme il l'a bien dit, la réflexion est en train d'être menée au niveau des plus hautes autorités. Nous avions l'accompagnement des partenaires pour interroger le cadre institutionnel même de gestion de l'eau et pour la régulation, pour pouvoir stabiliser les coûts en milieu rural ou urbain. Parce que le coût SOMAGEP, comme il l'a dit, c'est 133 francs, 113 francs le mètre cube transsocial. Voilà, transsocial. Donc c'est différent de ce qu'on vend au niveau périurbain ou rural. Donc il y a une étude qui va être menée pour vraiment assainir ces cadres-là et pour stabiliser les coûts par rapport à l'accès à l'eau. D'accord. Oui. Ok. Alors à présent, parlons d'assainissement. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation actuelle de cette problématique au Mali? La situation actuelle, nous sommes à l'orée des objectifs de développement durable. Le Mali, comme tous les pays de la communauté internationale, ont adopté les objectifs de développement durable 2030. Donc nous nous sommes engagés à relire notre politique nationale d'assainissement et ses stratégies. Et ce processus a déjà commencé. Je pense que dans les prochains mois, dans les 3-4 mois à venir, nous allons avoir une nouvelle politique nationale d'assainissement axée sur l'horizon 2030 avec plus d'équité et d'inclusion. Également, et plus de focus sur le milieu rural pour l'accès aux communautés à un cadre de vie assaini. D'accord. Oui. Ok. Monsieur Koné, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? L'assainissement, pour moi, c'est quand même quelque chose de très très important. Et pour nous, producteurs d'eau, on a l'habitude de le dire, plus de 50% des mètres cubes d'eau consommés retournent à l'assainissement. Donc, nous sommes interpellés nous aussi. Et comme vous le savez, dans beaucoup de sociétés, c'est-à-dire en Afrique, les sociétés d'eau font aussi de l'assainissement. Par exemple, vous prenez le cas du Burkina Faso, ils ont une société, la société d'eau, c'est cette société qui fait la gestion de l'assainissement, l'ONEA. Mais je pense que même au Mali, on est en train d'aller dans ce sens parce qu'il y a quand même un partenariat entre la GSM et la SOMAGEP, c'est-à-dire dans certaines villes du Mali, par exemple Mopti. Il y a des redevances assainissement que la SOMAGEP prélève et remettre ça à la GSM. Donc, la collaboration est en train de se développer. Et nous sommes conscients du rôle que nous devons jouer dans le processus, c'est-à-dire de développement de l'assainissement dans ces pays. Maintenant, ce n'est pas pour rien. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du 19e congrès de l'Association africaine de l'eau. Cette association a accepté, c'est-à-dire de choisir
le premier segment de son thème à Bamako, du 19e congrès, c'est l'assainissement. Pour dire que les deux sont complémentaires. On ne peut pas dissocier l'assainissement de la production ou la distribution de l'eau potable. D'accord. Donc, c'est vraiment un challenge pour nous, producteurs, distributeurs d'eau, de travailler également dans le sens de promouvoir un cadre de vie meilleur. L'assainissement, comme on a toujours l'habitude de le dire, c'est la dignité, c'est le bien-être. Et aujourd'hui, les conséquences de l'assainissement, c'est-à-dire, il faut que ça soit fait, sinon ça va avoir une répercussion dans le domaine de l'eau. Imaginez les défécations à l'air libre, imaginez autre chose. Ça peut contaminer les sources d'eau. Si ça contamine les sources d'eau, ben, les premiers qui vont en pâtir, c'est nous aussi. Comme vous venez de le mentionner, M. Khan nous parle des conséquences de cette problématique qu'il peut avoir sur la population. On estime que l'eau de boisson contaminée est à l'origine de plus de 500 000 décès par l'effet de la diarrhée chaque année et représente un facteur majeur dans la propagation de plusieurs maladies tropicales négligées, parmi lesquelles les parasitoses intestinales, la schistosomiase et le trachome. Donc, comme il vient de le dire, Monsieur Ba, qu'en dites-vous? Je pense que la situation est plus alarmante au niveau de l'assainissement. Et à cause de l'insuffisance d'infrastructures, mais aussi les mauvaises pratiques. Et je pense que par rapport à cela, il y a un travail de fond à faire. Je viens de parler des ressources financières, mais aussi bien des ressources humaines. On ne peut pas trouver une solution appropriée sans une meilleure allocation des ressources par rapport à ce secteur-là, aussi bien au niveau de l'eau qu'au niveau de l'assainissement. C'est primordial. Et donc, notre combat s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources pour qu'on puisse vraiment faire un travail de fond et trouver une réponse appropriée par rapport à ce défi majeur. D'accord. Ok. Alors, Madame Niafo, Mopti et Bamako, est-ce qu'on peut dire que ces deux grandes villes ont un énorme challenge avec l'assainissement? Je ne dirais pas Mopti et Bamako, je dirais toutes les villes du Mali ont un énorme challenge par rapport à l'assainissement. Toutes les villes du Mali sont confrontées à des problèmes d'assainissement majeurs. À savoir souvent l'insuffisance d'infrastructures d'assainissement collectif, des décharges finaux pour les déchets solides, des stations de traitement des boues de vidange pour les grandes villes, des stations d'épuration des eaux usées industrielles ou domestiques pour les grandes villes également. Pour Mopti et Bamako, nous avions pu trouver la solution en créant une station d'épuration des eaux usées industrielles à Sotiba et une station des eaux usées domestiques à Mopti, puisque vous voyez que Mopti est une presqu'île où le problème d'eau usée est très crucial. C'est là où M. Kouné dit que nous avions pu avoir une convention avec la Somagep pour prélever les frais d'assainissement sur les factures de Somagep à Mopti. Également, nous avions une station d'épuration à Tombouctou qui fonctionne bien, qui va être bien connectée au réseau des ménages à travers l'appui du projet KFW pour l'approvisionnement en eau potable et en assainissement de la ville de Tombouctou. Ça, c'est en cours. D'ici une année, ça va prendre fin. Donc, les challenges, comme vous l'avez dit, c'est dans toutes les grandes villes du Mali. Et à Bamako, il y a la décharge finale de Noumobougou qui est confrontée à des problèmes d'exploitation qui sont en train d'être résolus avec la mise en place d'une cellule de gestion au niveau de la décharge de Noumobougou. D'accord. Oui, Monsieur Ba. Je voulais revenir par rapport à ce que Mme Askofari vient de dire, surtout par rapport aux décharges. Et au niveau des différentes communes surtout, nous avons vu le cas de la commune 4 aussi. Et je pense qu'il y a une solution qui est en train d'être trouvée par rapport à ça, par rapport à l'aménagement de ce dépôt de transit. Au-delà de la décharge finale, il y a un problème de dépôt de transit aussi. Nous sommes confrontés à des multitudes de dépôts de transit
Et souvent, ça crée des problèmes par rapport, les gens déversent des ordures par-ci, par-là, et souvent, il n'y a même pas de dépôt de transit. Donc, c'est une situation qui est là et que nous voyons chaque jour au niveau des différentes communes de Bamako. À l'œil nu, la situation vraiment est inquiétante. Donc, on peut dire que la population a un grand rôle dans la détérioration de la situation. Absolument. C'est pourquoi je disais aussi qu'il fallait aussi œuvrer pour un changement de comportement, un civisme qui est très important, adopter les bonnes pratiques. Et c'est vraiment important pour accompagner les actions de l'État par rapport à l'amélioration des conditions de vie, aussi bien dans le domaine de l'eau que dans le domaine de l'assainissement. D'accord. J'ai quelque chose sur ce point. Je voudrais quand même attirer l'attention des uns et des autres que l'assainissement au Mali est un domaine dévolu aux collectivités. Tout ce qui concerne l'opérationnalité de l'assainissement au Mali, c'est les collectivités qui gèrent. Mais il y a un gap à ce niveau puisque les communes n'arrivent pas à identifier des dépôts de transit pour que les populations aussi aillent déposer les ordures. Si les gens n'ont pas un lieu statutaire qui est indiqué pour dire que vous devez déposer les déchets ici, après on va les transporter à la décharge finale, il va de soi que les gens en profitent la nuit ou bien très tôt le matin pour aller déverser au bord de la rue ou bien au bord du fleuve. Donc il y a une question de responsabilité des autorités communales à ce niveau. Les communes doivent indiquer des lieux qui sont là uniquement pour les dépôts de transit des déchets. C'est ce qui n'est pas fait. Je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler à l'assainissement en 2005, il y avait 60 dépôts de transit à Bamako. Actuellement, nous n'avions pas une dizaine de dépôts suite à la pression, à l'accaparement des terres. De 2005 à maintenant, nous n'avions pas une dizaine de dépôts de transit. Les quelques dépôts de transit qui sont là, maintenant, les riverains sont réticents pour qu'on en dépose. Vous voyez, c'est le challenge que ça fait. Lafiabougou, le dépôt de transit de Lafiabougou, l'État a vu les pollutions et les nuisances que ça a provoqué. Madame le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a mis la main dans la pâte pour engager un budget pour pouvoir évacuer ces dépôts de transit à plus d'1,5 milliard. Actuellement, nous sommes en train de l'aménager pour que ça soit un dépôt qui réponde aux normes de transit pour que les déchets ne puissent pas excéder 24 heures. Mais comment gérer les flux quotidiens puisque d'autres communes ne disposent pas de dépôts de transit, ils viennent toujours déposer au dépôt. Donc j'en appelle aux maires pour qu'ils voient vraiment comment identifier des lieux pour les dépôts de transit. Ça, c'est vraiment un problème pour nous à l'assainissement. D'accord. Alors, M. Koné, qu'avez-vous à nous dire par rapport au dépôt? Moi, je pense que c'est pas dans le sens de dire que la population a tort de faire ceci, a tort de faire cela. Il faut légiférer, comme elle a si bien dit. Il faut quand même identifier les endroits statutaires quand même pour accueillir ces dépôts-là. Maintenant, il faut quand même reconnaître que, c'est-à-dire les populations vraiment doivent changer de comportement. Par exemple, je prends un exemple. Vous voyez ce fleuve Niger-là, aujourd'hui, qui est vraiment on peut dire que c'est ce fleuve-là qui nourrit la ville de Bamako dans tous les sens. Bon. Aujourd'hui, nous avons nos unités de production qui sont installées sur les rives du fleuve. Donc, c'est là-bas que nous prenons l'eau du fleuve, nous traitons, que nous envoyons à la consommation. Mais pendant les périodes de pluie, par exemple, les populations attendent seulement que les premières gouttes tombent pour sortir avec les récipients remplis d'ordures. Donc, ils les mettent dans les caniveaux. Et l'eau de ruissellement amène ces ordures dans le fleuve. Et maintenant, l'eau du fleuve aussi transporte ces ordures. Et souvent, nous sommes obligés d'arrêter nos unités de production pour déboucher les pompes. Comment pouvez-vous comprendre? Les gens, ils ont l'habitude de dire, mais maintenant, les coupures d'eau, même en pleine période de l'hivernage, c'est des coupures d'eau. Les robinets ne sont pas là, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Parce que, à ces moments-là, nous, on fait un choix. Soit, c'est-à-dire, nous sortons
en quantité mais pas en qualité, ou nous sortons en qualité mais pas en quantité. À ce moment, nous sommes obligés d'arrêter les unités de production pour déboucher les pompes. Parce que les ordures qui sont transportées viennent boucher les pompes. Ça, c'est le premier point. Secondo, c'est quoi? Les gens qui utilisent la teinture, les teinturières et autres, utilisent directement, c'est-à-dire sinon déversent directement, c'est-à-dire les eaux usées dans le fleuve. Et ça charge davantage encore le fleuve. Ensuite, même des gens qui ne font pas des fosses septiques, ceux qui sont un peu proches du fleuve, ne font pas de fosses septiques, mais ils font directement un réseau direct dans l'eau. Tout cela, ça charge le fleuve. Et nous avons vu récemment des orpailleurs qui se sont installés, c'est-à-dire sur les rives du fleuve, et aussi ils utilisent des produits chimiques. Et là, vous voyez, avec l'hivernage, l'eau de ruissellement aussi amène, c'est-à-dire ces impuretés-là dans l'eau. Et si nous, par exemple, on doit traiter, c'est-à-dire 100 mètres cubes d'eau avec, par exemple, c'est-à-dire 50 kg de produits chimiques, pendant l'hivernage, on est obligé de doubler les produits chimiques que nous utilisons. Donc, vous voyez que nous aussi, nous sommes vraiment affectés par cette situation. Nous pensons qu'en réalité, il y a un problème, c'est-à-dire de sensibilisation. Que les gens comprennent que on a tous un devoir vis-à-vis du fleuve. On doit faire très attention. On doit faire très attention pour ne pas détruire ce fleuve-là, qui constitue franchement, c'est-à-dire la clé de notre survie. Et est-ce que pensez-vous que ce 19e congrès va changer quelque chose dans la situation? Ce 19e congrès va changer beaucoup de choses. D'abord, quand nous prenons le sens de l'assainissement et même de l'eau. Vous savez, avant le congrès, en prélude au congrès qui a commencé hier lundi, le dimanche, les travaux ont commencé par le Forum des maires. Le Forum des maires, c'était quoi? Il y a à peu près plus d'une vingtaine de maires du Mali et même d'autres pays d'Afrique qui sont venus échanger sur cette problématique-là. C'est-à-dire comment assurer l'eau et l'assainissement dans les grandes villes aujourd'hui. Donc, comme Mme Niafo vient de l'évoquer, il y a un problème de dépôt. Donc, et qui sont en mesure de gérer ça rapidement? Ça, ce sont les maires. C'est les maires qui doivent en réalité trouver des endroits propices pour le dépôt des ordures. Et en plus, c'est quand même des élus locaux, communaux. Ils sont en contact avec les populations. Maintenant, les premiers ambassadeurs qui doivent sensibiliser les populations, ce sont les maires. C'est eux qui doivent dire aux populations, voilà, faites attention, vous nous avez confié, c'est-à-dire un challenge, nous sommes là pour ça, mais il faut que vous acceptez aussi de faire ce que nous vous demandons de faire. Il ne faut pas jeter les ordures dans le fleuve, et bon voilà, nous allons, comment dirais-je, retenir des sites sur lesquels vous allez déposer des ordures. Bon, à partir de là, il ne faut pas, comment dirais-je, remplir les caniveaux, ainsi de suite. Il y a tout ça, mais aujourd'hui, on a l'impression d'être en face d'un vide. Ok, merci M. Koné. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Avant de boucler, oui, en 30 secondes, si vous pouvez nous parler un peu du changement que ce 19e congrès peut apporter. Je pense que ce 19e congrès est une opportunité pour les experts de débattre des questions essentielles de l'eau et de l'assainissement et de proposer des solutions appropriées. Et au-delà de cela, nous pensons que les partenaires techniques et financiers qui viendront à ce congrès-là pourront nous appuyer ou nous accompagner dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment l'ODD6 qui concerne l'eau et l'assainissement. D'accord, merci. Oui, Madame Nafo. Ok, merci bien, Madame. Je pense que ce congrès est vraiment salutaire pour nous, puisque ça a mis en exergue l'assainissement. Comme je l'ai si bien dit au début de l'émission, le thème c'est accélérer l'accès à l'assainissement et à l'eau potable face aux défis du changement climatique, l'accès durable à tous.
Donc nous avions vu à travers les discours, les plaidoyers que les intervenants ont fait. Je suis sûr que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, puisque les plus hautes autorités étaient représentées par son Excellence le Premier ministre, qui a vraiment bien apprécié les discours, et vu son intervention, nous savions que nous avions eu une oreille attentive et nos problèmes seront là pour être résolus. Ok, merci beaucoup. Et cela me fait à ce débat sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Un grand merci à nos invités. Niafo Fatmata Askofare, directrice nationale adjointe de l'assainissement. Abdul Karim Kone, chef de département à la communication de la SOMAGEP. Sedouba, coordinateur du programme de la coalition à l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde Peting Diara. La régie vidéo est assurée par Noundjire. C'est une réalisation de Moumen Sendebo, une coordination de Mohamed Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.